Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a été auditionné cette semaine par les sénateurs. Une audition dans le cadre de la loi Pacte qui doit faciliter la vie des petites entreprises. Mais le ministre a aussi précisé les annonces qu'a faites le président de la République en début de semaine pour calmer la colère des Gilets jaunes. Parmi ces mesures, il y a la fin de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 € et la prime de fin d'année de 1 000 € défiscalisée que pourront verser les entreprises. Des mesures qui feront l'objet d'un projet de loi spécifique examiné en Conseil des ministres mercredi 19 décembre, mercredi prochain, puis à l'Assemblée nationale le jeudi 20 décembre et enfin au Sénat le vendredi 21 décembre. Toutes ces mesures coûtent 10 milliards d'euros et Bruno Le Maire a expliqué comment elles pourront être financées, et notamment par une maîtrise des dépenses publiques. Je vous laisse écouter cette audition. Je voudrais d'abord rappeler que le texte de loi Pacte va arriver au Sénat dans des circonstances politiques qui ont radicalement changé en quelques mois. Et que nous faisons face aujourd'hui à une crise qui nous concerne tous, qui est une crise sociale. C'est la crise de tous ceux qui ont un travail et qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, voire à vivre tout court. C'est une crise démocratique de millions de Français qui estiment qu'ils ne sont représentés ni par vous, ni par les députés, ni par le gouvernement, ni par l'exécutif de manière générale, ni dans le fond par qui que ce soit, parce que depuis des années, on ne les a pas suffisamment écoutés ou considérés. Et puis c'est une crise de la nation française, qui se vit comme une nation unie et qui donc ne supporte pas les déchirements territoriaux dont vous êtes, je pense, les premiers spectateurs comme élus locaux. Une nation qui se vit dans la laïcité et qui ne supporte pas de voir un islam politique prendre tant de place en France. Et une nation qui se vit comme porteuse d'un projet collectif qu'elle n'arrive plus à définir aujourd'hui. C'est à ce niveau-là, crise sociale, crise démocratique, crise de la nation, que je vis personnellement le moment que nous traversons aujourd'hui. Et je le dis pas simplement comme ministre de l'Économie et des Finances, je le dis aussi comme ancien parlementaire, je le dis comme élu local, et je le dis comme ancien ministre de l'Agriculture qui pendant 3 ans a sillonné les territoires ruraux et qui a un amour profond pour la ruralité et pour les paysans. Je pense que ce texte de loi, c'est une des petites pierres qui peut apporter une réponse à ce désespoir et à cette souffrance de millions de Français. Petite pierre, ni plus ni moins, soyons modestes, mais une pierre à laquelle je crois profondément. C'est une petite pierre d'abord parce que dans la méthode, elle répond à ce qu'attendent, je pense, nos compatriotes. Du dialogue, de l'échange, pour améliorer un texte et le rendre meilleur pour les Français. Et je tiens à remercier tous les députés qui ont participé à la première lecture et qui ont corrigé et amélioré le texte substantiellement, quels que soient les bancs de l'Assemblée. Il y a des propositions qui viennent de groupes différents, des républicains, des socialistes ou apparentés. Beaucoup de groupes ont participé de manière très constructive, ont permis d'améliorer le texte. Cette méthode, c'est celle aussi qui a permis d'associer des chefs d'entreprise, des salariés, des élus à la préparation du texte. Je veux remercier le sénateur Richard Yung qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce texte. Et si dans le fond il a fait si peu de vagues, on peut le regretter, et qu'il a été adopté très largement en première lecture à l'Assemblée nationale, avec très peu de voix contre et plus de 360 voix pour. C'est pour une raison qui est simple, c'est que lorsqu'on travaille ensemble et qu'on écoute les propositions des uns et des autres de manière ouverte, bizarrement ça se passe mieux que lorsqu'on va dans des affrontements qui sont parfois un peu stériles. Et je compte beaucoup sur le Sénat, sur sa connaissance des territoires, sur sa connaissance du tissu entrepreneurial français pour améliorer ce texte. Ensuite, c'est une pierre aussi parce qu'il doit permettre de lever un certain nombre de blocages qui exaspèrent nos compatriotes. C'est l'un des volets essentiels de cette loi, la simplification.
Et dans la colère qui monte aujourd'hui et qui s'exprime aujourd'hui, il y a aussi le ras-le-bol du commerçant, de l'artisan, du petit entrepreneur qui dit assez avec les taxes, assez avec la complexité administrative, assez avec la paperasse, assez avec les contraintes. Un pacte répond largement, c'est le premier volet de cette loi, à cette attente de simplification. Je donnerai juste un seul exemple, c'est les seuils sociaux. C'est pour moi des marqueurs très forts de ce texte de loi. Ils sont simplifiés, ils sont allégés, nous supprimons le seuil de 20 et nous disons à toutes les PME qui voudraient embaucher et qui ne le font pas parce que franchir un seuil, c'est des obligations supplémentaires, tant que vous ne franchissez pas 5 années consécutives le seuil de 50 salariés, vous n'avez pas de nouvelles obligations. Je crois que c'est une réponse très concrète à ce besoin de simplification qu'expriment nos compatriotes. Dans les modalités de déclaration, dans les modalités de transmission, il y a également des éléments de simplification qui me paraissent très importants. Pour les salariés, prenez le seul exemple de l'épargne retraite. Nous avons passé des mois à simplifier un maquis incompréhensible de l'épargne retraite, en disant, ben voilà, désormais, il y aura un seul produit, il sera portable, parce que nous tenons compte de la réalité de la vie économique des salariés. Aujourd'hui, on ne rentre pas à 20 ans dans la même boîte pour y rester jusqu'à 60. On change de métier. Donc comment voulez-vous voir une épargne salariale si lorsque vous changez d'entreprise, vous ne gardez pas le bénéfice de votre produit d'épargne retraite? Évidemment que ce n'est pas très incitatif à avoir ce produit. Là, nous prévoyons que vous pourrez garder le même produit du début jusqu'à la fin de votre carrière, quels que soient les changements de votre carrière, quels que soient les changements de votre entreprise. On sait bien que beaucoup de salariés sont courts à la fin du mois et qu'ils se disent on veut bien mettre de l'argent de côté, mais si jamais on veut acheter un logement, une résidence principale, on veut pouvoir toucher notre épargne retraite. Alors ceux qui sont en PERCO, ils ont droit. Les autres, ils n'ont pas droit. Là, chacun sera libre de faire ce qu'il veut et, s'il le souhaite, de libérer son épargne retraite. À la fin de cette épargne retraite, on va arrêter d'obliger les gens en les forçant à faire leurs biens à leur place. Ce qui est le cas aujourd'hui. On va dire, oulala, vous, on ne vous fait pas confiance. Vous n'êtes pas capable de bien préparer votre retraite, donc on vous oblige à sortir en rente. Mais quand vous avez 25 ans, vous n'avez pas envie de mettre de l'argent de côté pour qu'on vous dise qu'au moment où vous partez à la retraite, ce sera forcément de la rente. Vous voulez garder la liberté de sortir en capital. Eh bien, nous prévoyons la liberté totale. Vous sortez comme vous voulez, en capital ou en rente. Vous êtes des citoyens libres, vous êtes des citoyens majeurs, c'est vous qui décidez. Voilà ces éléments de simplification qui, je crois, répondent, en partie bien entendu, à des éléments de colère qui s'expriment actuellement. Le deuxième volet, qui me paraît répondre aussi à ces temps que nous traversons, c'est la justice. Nous voulons plus de justice dans notre économie. Et contrairement à ceux qui opposent systématiquement compétitivité et justice, je pense qu'il n'y a pas de réussite économique sans justice économique. De la même façon que je considère qu'il ne peut pas y avoir de justice dans la société sans succès économique pour avoir quelque chose à redistribuer. Cette justice, elle se voit notamment dans l'intéressement et la participation. Nous supprimons le forfait social de 20% pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui vont verser de l'intéressement. C'est une incitation très forte à améliorer le salaire net de millions de nos compatriotes. Et nous le faisons avec un esprit de justice, mais en respectant aussi le besoin de compétitivité économique. On verse de l'intéressement si la boîte réussit. Et si la boîte réussit, c'est d'abord parce que les salariés ont bien travaillé. Et j'espère que beaucoup des PME, des TPE se saisiront de cette opportunité qui leur est offerte. La justice, ça se voit aussi au niveau des indépendants. Et pardon de revenir encore à l'actualité, mais des indépendants, il y en a beaucoup qui manifestent aujourd'hui. Nous avons prévu, élément de justice, que le statut de conjoint collaborateur devienne le statut par défaut de tous les conjoints de personnes qui travaillent en indépendant, pour éviter d'avoir ces millions de personnes, souvent des femmes, qui après avoir travaillé toute leur vie à côté de leur conjoint, parce qu'elles n'avaient aucun statut, se retrouvent sans protection sociale ni retraite. C'est un élément de justice. Et c'est prévu dans le texte de loi Pacte. Le troisième volet de ce texte de loi, et j'en terminerai par là, je vous avais promis d'être bref, c'est que nous voulons aussi profiter de ce texte pour mettre de la clarté dans les rôles respectifs de l'État
et des entreprises dans notre économie. Le rôle des entreprises, et le président de la République vient d'en recevoir un certain nombre il y a quelques instants, ne se limite pas à faire du profit. Et je vous le dis comme ministre de l'économie d'une des grandes puissances économiques du monde actuel. Les entreprises doivent être profitables, mais elles ne peuvent pas limiter leur horizon à la réalisation de profits. Elles valent beaucoup plus. Et leurs salariés valent beaucoup plus. Parce que ce qui transforme notre vie quotidienne, ce qui nous permet d'avoir un environnement plus propre, des modalités de transport qui soient différentes, des modalités de communication beaucoup plus rapides, c'est les entreprises qui le font. Et l'entreprise est une collectivité dont l'activité a un sens. Et les entreprises qui réussissent le mieux sur la planète sont celles dont le sens est le plus clair pour les salariés. Parce que c'est plus motivant de se lever le matin et de travailler pour une entreprise dont on sait que son produit a un sens, son activité a un sens, qu'une entreprise dont le seul objectif et la seule fin serait la réalisation de profits. C'est pour cela que nous avons décidé de modifier le Code civil pour reconnaître cette modalité, ce sens de l'activité de l'entreprise en suivant les recommandations de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat que vous avez, je crois, reçues ici dans votre commission. Donc nous valorisons le rôle des entreprises en leur faisant dépasser la simple réalisation de profits. Et nous le faisons sur une base volontaire, nous ne voulons pas l'imposer, mais nous voulons le proposer. De l'autre côté, nous redéfinissons aussi le rôle de l'État en estimant que le rôle de l'État n'est pas d'avoir la direction d'entreprises qui ne correspondent pas à des activités stratégiques d'indépendance nationale ou de souveraineté nationale. C'est ce qui nous a amené à proposer la cession d'actifs dans ADP, dans la Française des Jeux ou dans Engie. Je rappelle, pour prendre l'exemple d'ADP, que plus de 60% des bénéfices d'ADP se font sur des hôtels de luxe, des boutiques de luxe et des activités strictement commerciales. Et que je ne vois pas pourquoi l'État s'occuperait de cela. Et que pour tout le reste, les pistes, le contrôle des frontières, le contrôle des personnes, ça reste dans les mains de l'État. On aura l'occasion d'avoir des débats là-dessus, mais je crois plus utile de récupérer cet argent, 10 milliards d'euros environ, pour financer l'investissement dans les innovations de demain, les innovations que des entreprises ne peuvent pas financer parce qu'elles ne sont pas rentables immédiatement. Je pense au stockage des énergies renouvelables, je pense à l'intelligence artificielle, je pense aux programmes de santé, aux programmes de biotechnologie, qui sont absolument essentiels et qui ont besoin de financement public parce que les entreprises privées ne peuvent pas le porter elles-mêmes. Donc c'est aussi un des choix importants de pacte. Voilà, Madame la Présidente, les grands éléments de ce texte de loi. C'est un texte auquel je crois profondément, auquel beaucoup de personnes ont participé et je veux les en remercier, qu'elles soient élues ou pas élues. Le texte est sorti meilleur et plus fort de l'Assemblée nationale grâce au travail des députés. Je suis convaincu qu'il sortira encore meilleur et encore plus fort du travail des sénateurs. Oui, effectivement, c'est une belle introduction, Monsieur le Ministre. Comment ? Oui, mais on est toujours dans l'introduction. C'est la conclusion de l'introduction. Bien, si vous le voulez bien, en termes d'organisation, je me propose de laisser la parole aux rapporteurs, les uns après les autres, et si vous voulez bien y répondre au fur et à mesure de leurs questions respectives. Et ensuite, nous laisserons la parole à tous les collègues qui le souhaitent. Ils s'inscriront dans le rang, s'ils veulent bien, pour le débat futur. Bien, donc je laisse la parole sur le rapporteur qui s'occupe de la première partie du texte, Madame Elisabeth Lamure. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre exposé. Ce texte est en effet fort attendu, surtout évidemment des entreprises qui attendent à la fois de la simplification et une meilleure compétitivité. Comme l'a dit notre Présidente, nous avons reçu en table ronde il y a peu de temps des économistes et l'un d'eux nous a indiqué que pacte c'était, je le cite, un empilement de mesures utiles mais pas décisives pour faire croître les entreprises.
Alors, comme vous attendez du Sénat qu'il fortifie en quelque sorte ce texte, eh bien, nous espérons bien vous faire des propositions qui auront votre écoute. Alors, pour ce qui me concerne, je voudrais aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, l'évolution des chambres consulaires. S'agissant des CCI, le PLF a réduit à nouveau drastiquement le financement public des chambres. Elles sont donc amenées à recentrer leur offre de prestations en faveur des entreprises. Ce qui entraîne quelques questions. Par exemple, le personnel des CF gérés par les CCI est aujourd'hui dans une situation d'incertitude qui doit durer jusqu'à 2023, puisque les guichets physiques CCI ne disparaîtront que dans 4 ans. Alors la demande du réseau serait de mettre fin dès 2020 à ces guichets. Est-ce que ceci vous paraît réalisable ? Par ailleurs, les CCI appliquent un régime d'auto-assurance chômage, ce qui, dans le contexte de la forte diminution de la taxe pour frais de chambre, réduit d'autant leur marge financière. Lors des débats à l'Assemblée nationale, en première lecture, vous aviez indiqué rechercher avec Madame Pénicaud les conditions d'une adhésion des personnels des CCI à l'UNEDIC. Où est-ce que éventuellement vous en êtes de ces échanges ? Et en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat, le texte prévoit une généralisation des CMA de région et la disparition des chambres régionales, ce qui suscite une opposition assez forte au sein du réseau. Donc, en tant qu'autorité de tutelle du réseau, Monsieur le Ministre, quelle est votre position ? Est-ce qu'il n'est pas souhaitable de maintenir un choix d'organisation qui favorise la proximité dans l'ensemble de nos territoires ? Ensuite, un autre sujet sur la certification et la publicité des comptes. Donc, vous connaissez la réaction des commissaires aux comptes aujourd'hui, puisque avec l'alignement des seuils de certification, vraisemblablement la réforme conduira à la suppression de l'ordre de 80% de leur mandat, et avec un impact qui sera beaucoup plus lourd dans les territoires qui sont moins dotés en entreprises de grande taille. La perte est d'ailleurs évaluée à un ordre de 7000 emplois et c'est dans ces territoires qu'elle se fera davantage ressentir. Alors, l'article 9 du projet de loi prévoit que les mandats en cours au 1er janvier seront évidemment poursuivis jusqu'à leur date d'expiration. Mais malgré tout, c'est une mesure qui tombe assez fortement. Est-ce qu'il ne faudrait pas décaler l'entrée en vigueur de cette disposition ? Et sur la publicité des comptes, nous sommes régulièrement interpellés par de très nombreuses entreprises qui nous alertent sur des difficultés qui sont liées à cette publicité. La transparence, évidemment, est essentielle à l'égard des autorités judiciaires et de l'administration, mais elle est néanmoins un handicap lorsqu'elle permet aux concurrents, aux fournisseurs, aux partenaires d'entreprises d'avoir accès à des informations qui sont stratégiques. Nous avons examiné il y a peu de temps le projet de loi portant sur les surtranspositions et notre collègue rapporteur Olivier Cadic a d'ailleurs fait adopter dans ce sens des amendements à l'article de ce projet de loi. Est-ce que vous auriez une position sur ce sujet ? Comment est-ce qu'on pourrait envisager davantage de confidentialité dans la publicité de ces comptes ? Vous avez évoqué dans votre propos les seuils sociaux. Donc la suppression du seuil de 20, évidemment, est très bienvenue. Le passage de 5 années supplémentaires est intéressant aussi, mais nous pensons qu'il ne va pas assez loin. Nous avions fait réaliser avec la délégation aux entreprises une étude de l'IFO en mai 2015 sur la comparaison entre la France et l'Allemagne, sur les effets de ces seuils sociaux. Et d'ailleurs, cette étude avait été citée dans l'étude d'impact du projet de loi. Nous pensons que votre proposition ne règle pas le problème identifié du seuil des 50 salariés. Et là encore, lorsque nous avons eu la table ronde avec les économistes, c'est Christian Saint-Étienne qui disait que c'était le seuil le plus handicapant pour notre économie. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de favoriser la création d'emplois en libérant les entreprises de cet effet de seuil ? Nous l'avions proposé à plusieurs reprises, d'ailleurs, au Sénat. Et j'ai un dernier point qui porte sur la réforme des brevets.
Donc le projet de loi réforme en profondeur le système des brevets français pour améliorer leur qualité. Mais évidemment, il faudra que l'INPI ait les moyens humains pour faire aboutir cette modernisation. Donc l'INPI nous indique que 15 ingénieurs supplémentaires seraient nécessaires. Est-ce que vous pouvez, de votre côté, nous garantir que le plafond d'emploi de l'INPI ne sera pas baissé? Et puis, toujours pour les brevets, concernant la procédure d'opposition administrative des brevets délivrés par l'INPI, je note que les modalités sont renvoyées à une ordonnance. Est-ce que vous pourriez nous en donner les grandes lignes? J'en ai terminé, je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Sur les CCI. D'abord, je veux rendre hommage à la manière dont les présidents de CCI travaillent à cette réforme avec moi depuis maintenant plusieurs mois, parce que c'est une réforme qui est difficile, qui doit permettre d'engager 400 millions d'euros d'économies, mais qui doit aussi permettre de réinventer le modèle des CCI, qui ne fonctionneront plus par des taxes affectées principalement, mais par des prestations. Et cette réduction de dépenses publiques, elle n'est jamais évidente. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans notre débat. Si vous avez des questions qui porteraient plus sur l'actualité, même en lien avec PAC, j'y répondrai évidemment très volontiers. Mais pour que cette réforme soit réussie, il faut effectivement répondre à un certain nombre d'inquiétudes et de questions qui ont été posées par les CCI. D'abord, nous permettrons la modification du statut des personnels. C'est demandé par les CCI, ça doit leur donner toute la souplesse nécessaire en termes de recrutement qu'ils n'ont pas aujourd'hui. On ne peut pas donner l'indépendance d'un côté et puis maintenir des statuts de l'autre qui sont des difficultés pour les CCI. Sur le personnel des CFE, je pense qu'aller plus vite, c'est risquer de brusquer la machine. Et je pense qu'il faut prendre un peu de temps, tout en clarifiant bien le calendrier, pour rassurer les personnels. S'agissant de l'assurance chômage, c'est un point absolument clé. Donc nous sommes en négociation avec les partenaires sociaux, avec Muriel Pénicaud, et je crois que nous sommes en bonne voie pour avoir une possibilité d'adhésion à l'UNEDIC. Et c'est évidemment un élément clé puisque, je le rappelle, les personnels ayant un statut public n'avaient pas cotisé à cette assurance chômage. Donc si on ne veut pas que le coût soit excessif et surtout que les salariés soient perdants, il faut prévoir cette adhésion dans des conditions qui sont tout à fait exceptionnelles. Mais la négociation est en bonne voie et je pense qu'un accord commence à se dessiner et je tiens à remercier et les partenaires sociaux et Muriel Pénicaud. Sur les CMA, elles ont elles-mêmes fait passer la CPMA un avis il y a quelques jours pour dire qu'elles étaient favorables à la régionalisation. Donc moi je suis leurs recommandations, mais là aussi je suis très attentif à écouter ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je pense qu'un rapprochement à un moment ou à un autre des CMA et des CCI, au moins sur le fonctionnement et sur les bâtiments, serait utile, et j'y suis favorable. En revanche, j'ai toujours dit que je n'étais pas favorable à une fusion complète des CMA et des CCI qui ferait disparaître l'identité des métiers et des artisans. Donc là, on est vraiment sur une ligne de crête, mais je pense que c'est important de garder cette ligne de crête pour préserver l'identité des CMA. Je le vois à Évreux, il y a un magnifique bâtiment des CCI, un bâtiment de CMA qui est à 300 mètres. Rien n'interdit de garder le label CMA, l'identité CMA, mais de rapatrier des personnels dans les locaux de la CCI et d'avoir des dépenses de fonctionnement qui soient réduites d'autant. Ça me paraît aller dans le bon sens. Sur les commissaires aux comptes, nous avons fait, je le rappelle, 2 rapports sur le sujet. Un premier de l'IGF qui a été considéré comme provoquant par les commissaires aux comptes. Moi, j'aurais pu, comme ministre des Finances, dire écoutez, vous avez un rapport de l'IGF, c'est absolument formidable, circuler, rien à voir, et on adopte ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas ma méthode. J'écoute encore, et j'écoute encore plus avant de décider. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait un deuxième rapport, qui a été fait cette fois-ci avec des commissaires aux comptes, pour corriger et infléchir ce premier rapport.
qui aboutit à des propositions, comme par exemple le mandat d'audit petites entreprises, qui doit permettre d'éviter justement qu'il y ait une menace trop forte sur les commissaires aux comptes, en particulier dans les petites communes ou dans les communes de taille moyenne. Il y a un certain nombre d'autres compétences qui vont être confiées aux commissaires aux comptes, qui doivent permettre de réduire l'impact sur les commissaires. Il y a les audits de grands groupes, dans lesquels on va voir pour les filiales, dans le rapport mère-fille, qu'il puisse y avoir des obligations de contrôle des sociétés filles lorsque la société mère est importante. Donc tout ça répond exactement aux demandes des commissaires aux comptes. Et dans le deuxième rapport, nous avons retenu quasiment l'intégralité des propositions des commissaires aux comptes pour que la réforme soit la plus constructive possible pour eux. Après, je rappelle juste une chose, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la surtransposition des directives européennes, ce qui me paraît une priorité absolue. Et dans le même temps, dès qu'on voit une surtransposition qui est évidente, et dans le cas des commissaires aux comptes, c'est vraiment le cas, reculer devant l'adoption d'un seuil européen qui est plus favorable aux PME. Parce que j'écoute évidemment les commissaires aux comptes, mais j'écoute aussi les PME qui me disent que ça leur coûte en moyenne 5 500 € par an. Et dans la simplification qu'on apporte aux patrons, aux petits patrons de PME, là on lui dit, voilà, si vous êtes en dessous du seuil européen, eh bien vous n'avez pas de commissaire aux comptes. Alors qu'aujourd'hui, le seuil est à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça pouvait descendre jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, personne ne peut expliquer ça aux patrons de PME, parce que c'est une dépense qui est contrainte, qui est lourde, qui pèse sur sa rentabilité, sans qu'il y ait de véritable justification. Sur le seuil de 50 à 100, ça, je reconnais que c'est un vrai débat. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que je pense qu'on aura ce débat longuement pendant nos échanges. Il y a deux choses. D'abord, il y a le seuil de représentativité. Là, je crois qu'il serait sage de ne pas y toucher. Parce que moi, je suis attaché à la représentation syndicale. Et là aussi, tirons toutes les leçons de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est un révélateur exceptionnel aussi de défaillance depuis 30 ans de notre modèle économique et social. Plus de dialogue, plus de représentation syndicale, je pense que c'est absolument indispensable. Et je n'ai pas toujours dit ça. Mais là, je le dis très clairement, parce que je crois qu'il faut savoir écouter et voir ce qui se passe aussi avec lucidité. Donc je ne suis pas favorable du tout à ce qu'on touche le seuil de 50 sur la représentativité des syndicats. Parce qu'on a besoin de ces syndicats pour porter une parole collective. Je ne me résiste pas aussi à vous raconter mes discussions actuellement sur Ascoval ou sur la reprise du site de Blanquefort de Ford par Punch. Les salariés sont exceptionnels. Exceptionnels de responsabilité. Les salariés de Blanquefort à Bordeaux qui font des boîtes de vitesse et qui sont un peu plus de 800 ont accepté des conditions de reprise qui forcent l'admiration. Ils ont accepté un gel de leur salaire pendant 3 ans, ils ont accepté la suppression de RTT, ils ont accepté des conditions de travail qui seront objectivement plus difficiles pour garder le site industriel de Bordeaux. Donc moi je veux citer en exemple les salariés de Blanquefort, les représentants syndicaux. J'imaginais pas un jour appeler M. Philippe Poutou pour le remercier de son sens des responsabilités. C'est pourtant ce que j'ai fait, parce que s'il n'avait pas été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'accord sur le projet de reprise de Ford Blanquefort par Punch. Et j'ose espérer, et là je n'en suis pas certain, mais j'ose espérer que la direction de Ford comprendra que quand on a des salariés aussi responsables et des ouvriers aussi constructifs que ceux que j'ai vus chez Ford à Bordeaux sur le site de Blanquefort, on ne rejette pas l'offre de reprise industrielle de Punch. J'ose l'espérer parce que sinon, ça attisera beaucoup de colère. Et je serai le premier à dire que cette colère serait légitime. Le premier. Tout ça pour revenir au seuil. On ne touche pas au seuil de représentativité. Après, passer du seuil de 50 à 100, le coût est très lourd. Mais je pense que ça mérite une discussion. Enfin, sur le plafond d'emploi INPI, je ne crois pas qu'il y ait de modifications qui soient prévues. Donc il sera adapté à la nouvelle mission d'examen du critère
d'inventivité, donc on doit avoir le nombre d'emplois qui correspond à la modification des règles sur les brevets. Alors sur la publicité des comptes, même chose, il y a une surtransposition, je suis prêt à ce qu'on revienne sur cette surtransposition. Et je crois beaucoup, vous savez, à la cohérence d'une politique. La politique que je conduis sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République depuis 18 mois, elle a deux piliers qui sont simples. Améliorer l'offre économique française, c'est la compétitivité, c'est PAC, c'est ce qui est fait pour les PME, c'est les simplifications, c'est les allègements de charges. Et de l'autre côté, redresser les finances publiques. Et je tiendrai ces deux piliers, parce que c'est ce qui fait la force de notre politique. Et que je considère qu'il n'y a pas de croissance économique solide et durable sans un rétablissement des finances publiques. Alors vous me direz que le Président de la République a annoncé récemment 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, 6 milliards de mesures et 4 milliards de taxes qui ne seront pas perçues. Je pense que cette décision était sage, je pense qu'elle a été nécessaire pour amener la paix et le calme dans le pays, mais nous ferons tout ce qui est nécessaire pour rester le plus près possible des 3% de déficit public en 2019. Et si je peux un tout petit peu compléter là-dessus, je rappelle que le déficit, si on retirait la transformation du CICE en allègement de charges, était de 1,9% pour 2019, qu'elle se rajoutait ensuite cette transformation qui est transformation en une fois du CICE en allègement de charges, mais il reste qu'avec ces dépenses supplémentaires, nous allons dépasser les 3%, et je souhaite que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour nous rapprocher le plus possible de ces 3% et être au plus près de ces 3%, c'est-à-dire de nos engagements européens. Ça peut passer par de la maîtrise de dépenses publiques, et nous y travaillons actuellement. Ça peut passer par un effort spécifique demandé aux plus grandes entreprises. J'y suis favorable, parce qu'après tout, dans les circonstances actuelles, il n'est pas illégitime de demander un effort particulier aux plus grandes entreprises. Et ça passera par la mise en place de la taxation des géants du numérique, qui devrait rapporter, en année pleine, 500 millions d'euros. Donc nous prendrons des mesures, à la fois de maîtrise de dépenses publiques et de recettes, qui nous permettront de nous rapprocher le plus possible des 3% et de notre engagement européen. Je rappelle, comme le Président de la République aussi a eu l'occasion de le dire, que c'est aussi cela qui doit nous permettre de poursuivre les transformations économiques et sociales sur lesquelles nous avons été élus. Je pense en particulier à la réforme de l'État, à la réforme de l'assurance chômage et à la réforme des retraites. Mais vous le voyez, nous sommes responsables, nous croyons à nos engagements européens et nous ferons le maximum pour nous rapprocher des 3% dans cette année 2019, qui est une année particulière. Monsieur le ministre, chers collègues, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos liminaire, Monsieur le ministre, la situation appelle à des propositions nouvelles et le Président de la République en a formulé. Et je voulais tout de suite vous demander si des propositions nouvelles seraient formulées dans le cadre de ce dispositif du projet de loi Pacte pour répondre à un certain nombre de demandes qui émergent de la crise sociale que connaît notre pays à présent. Je voulais aussi, bien sûr, évoquer l'épargne salariale. Vous avez rappelé l'importance de ce dispositif, même si, effectivement, des objectifs de simplification sont recherchés, on s'aperçoit quand même que les mécaniques sont extrêmement lourdes et peut-être vont-elles être difficiles à appréhender pour les petites entreprises qui n'ont pas les directions de ressources humaines. On a des modes de calcul qui restent encore assez compliqués, en particulier pour ce qui concerne la participation, puisqu'il y a une formule de calcul qui est très ancienne. Elle date de 1959, je crois, ou 68. Et donc, est-ce qu'il n'a pas été envisagé de simplifier cette formule de réserve de participation de façon à rendre le dispositif beaucoup plus lisible? Il y a aussi la question de l'actionnariat salarié
pour lesquels on peut nourrir de grandes ambitions. C'est important, notamment pour impliquer les salariés dans l'entreprise. Alors, sur les FCPE, les fonds de commun de placement en entreprise, il y a une disposition qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui vise à exclure les dirigeants d'entreprise des décisions du conseil de surveillance. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas revenir là-dessus, parce que sinon cela pourrait constituer un obstacle pour un certain nombre d'entreprises à se lancer dans le dispositif de l'actionnariat salarié? Sur la gouvernance des sociétés, vous avez évoqué aussi la question de la responsabilité sociale et environnementale, et j'ai noté notamment l'article 62 quinquies A que les dispositions prévues, votées à l'Assemblée nationale, prévoyaient la nullité des délibérations pour le cas où les objectifs de parité ne soient pas respectés. Je trouve que c'est assez grave, en tout cas en conséquence pour les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cela pour conserver un dispositif qui aujourd'hui est quand même, je dirais, assez coercitif pour les administrateurs, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à s'engager dans le risque de l'incertitude juridique sur le sujet? Enfin, le texte comprend le recours à de nombreuses ordonnances, peut-être, enfin, trop d'ordonnances à mon goût. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas plutôt privilégié l'introduction de mesures législatives dans le texte? Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de dispositions qui auraient pu y conduire, notamment eu égard aux délais extrêmement courts dans lesquels tout cela doit être produit. En particulier, celle relative au gaz et à l'électricité. Est-ce que ça ne mériterait pas quand même un vrai débat parlementaire? Parce que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, et je suis de ceux qui se disent que sur un tel sujet, il vaut mieux qu'il y ait un débat parlementaire plutôt qu'un traitement par ordonnance. Voilà peut-être quelques observations, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, sur des dispositions nouvelles, certaines ont été introduites par les députés, d'autres peuvent être introduites par les sénateurs. Ça ne me pose absolument aucune difficulté, à une réserve près, c'est que ça respecte la philosophie du texte. Le texte, il est là pour faire grandir les PME. C'est l'objectif numéro 1. Alors, le gouvernement pourra se servir de ce véhicule pour introduire éventuellement une ou deux dispositions nouvelles. Il peut y en avoir, par exemple, sur les CCI qui pourraient être nécessaires. Mais l'objectif du gouvernement n'est pas de rajouter des articles à un texte qui en comprend déjà beaucoup. En revanche, les sénateurs sont libres, bien entendu, ça va de soi, de rajouter voilà, des éléments qui pourraient enrichir et compléter le texte. Sur la participation, exemple caractéristique, moi, si vous arrivez à trouver la formule magique sur la participation, je suis preneur, parce que nous nous arrachons tous les cheveux sur ce sujet-là, le copier-as le premier. La formule de participation, vous avez raison, est beaucoup trop compliquée. Il faudrait parvenir à la simplifier, mais on n'est pas encore arrivé à trouver un accord là-dessus, donc j'ai demandé à l'IGF de nous faire des propositions qui aboutissent à une simplification. Si jamais, d'ici l'examen au Sénat, on arrive à trouver un accord sur la simplification de la formule de participation, moi je serai le plus heureux des ministres de l'économie, et très favorable évidemment à son introduction. Sur l'actionnariat salarié, l'objectif c'est d'avoir une représentation équilibrée entre les représentants des salariés et de l'employeur dans les fonds d'actionnariat salarié. Moi je ne souhaite pas exclure ou minoriser les employeurs dans ces fonds. Ce n'est pas du tout mon objectif. Donc il faut trouver une solution sur le sujet. Et là, ça fait partie des sujets sur lesquels le débat au Sénat doit nous permettre de trouver une solution. Sur la responsabilité sociale et environnementale et la nullité des débats lorsque l'objectif de parité n'est pas atteint. Ça n'est pas une proposition du gouvernement, ça ne figurait pas dans le texte initial du gouvernement. Ça a été une demande forte des députés. Je pense moi, que c'est un signal très fort qui est envoyé sur la question clé de la parité. Donc moi, je ne me souviens plus de l'avis que j'avais rendu là-dessus, mais à mon avis, c'était soit sagesse, mais plutôt positif, ou sagesse.
Mais j'évoluerai plutôt vers positif. Je vois bien que c'est très contraignant. Mais je constate que si on n'est pas contraignant, et quand je vois par exemple la réunion à laquelle j'ai participé, une fois encore tout à l'heure, autour du président de la République avec les chefs d'entreprise, il y avait une centaine de personnes dans la salle, tous les patrons du CAC 40, les plus grands patrons français. Il y avait quoi? 3 femmes? 4 femmes? Donc tout ça, c'est des situations qui sont, je trouve, totalement inacceptables. Et si, malheureusement, on ne force pas, ben, j'ai bien peur qu'on n'ait pas de résultat. Donc je ne vous dis pas que c'est une solution idéale, je dis juste que tous les dispositifs strictement incitatifs n'ont pas donné aujourd'hui au paysage économique français le visage qu'il devrait avoir, c'est-à-dire un visage de parité. Donc on aura le débat là-dessus, mais je ne vous cache pas que moi je constate les résultats et je trouve que ça va trop lentement. Donc je suis favorable à ce que sur la parité, on ait des dispositifs qui soient un peu plus contraignants que ceux qui existent aujourd'hui. Quant aux ordonnances, elles ont été choisies principalement sur les sujets extrêmement techniques, où les débats législatifs auraient été compliqués, mais comme sur la fiscalité pour la Française des Jeux, chacun de ces éléments sera présenté de manière totalement transparente. Merci. Une petite remarque, et si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, c'est vrai qu'en termes d'exemple de parité, excusez-moi, mais dans le cadre de votre cabinet, je vois que vous êtes entouré de beaucoup de messieurs. C'est parce que et je voulais simplement vous dire que... La meilleure partie est restée à Bercy, c'est pour ça. Bien. Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant... Pardon ? Voilà. Non, mais c'est toute la mesure en fait qui s'était exprimée et que de mon côté, moi aussi, j'ai entendu. C'est que en tant que femme, on ne peut qu'être favorable à ce genre de démarche, mais le débat doit se faire au fur et à mesure et l'exemple doit toujours être donné. Voilà. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, laisser la parole. Alors, j'ai jusque-là, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 demandes de parole. Alors, 3 par 3, ça vous convient? Je vais commencer par Monsieur Martial Bourquin. Monsieur le ministre, merci pour votre présentation. Merci aussi pour la présentation des rapporteurs. C'est un texte important qui nous est présenté. Et vous savez, il y aura débat politique en séance sur certains aspects qui sont des aspects qui touchent à la France, à des actifs stratégiques. Bon, il y a 3 sociétés que vous proposez de privatiser. Et dans ces 3 sociétés, il y en a une particulière qui est ADP, où là, on touche à des actifs stratégiques de l'État. Et vous comprendrez que sur des questions comme celle-là, au-delà des questions partisanes, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette privatisation, notamment en ce qui concerne ADP. Vous savez aussi que ADP est profondément lié aussi à Air France et que la situation d'Air France est difficile. Et donc, est-ce que le gouvernement a bien évalué cette privatisation avec un aspect? Vous savez que sur le droit européen, on discute la possibilité d'exploitation sans limite de temps et que aujourd'hui, dans le public, ça ne pose aucun problème. Mais si demain, c'était privé, ça peut poser des problèmes avec le droit européen. Nous avons aussi la question du syndrome des autoroutes. Parce que la privatisation, comme on dit, c'est one shot, hein, c'est une fois. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'État, c'est 9 milliards d'euros d'actifs dans ADP et c'est 174 millions de dividendes par an. Ça vaut la peine d'avoir un débat entre nous sur ces questions et de dire, est-ce qu'on a intérêt? Quand on voit aujourd'hui la situation de nos autoroutes, la difficulté pour l'État de financer des infrastructures après ces privatisations, ça vaut la peine de réfléchir. Ça vaut la peine de réfléchir. Alors,
le monopole public de l'État ne pose pas de problème. Mais si demain, un groupe privé dirigeait ADP, vous avez parlé dans une interview, Monsieur le Ministre, d'une participation à 70%, je crois, pour éviter le fait d'avoir un droit d'exploitation éternel, comme c'est proposé dans le système d'ADP aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui, ADP vaut 16 milliards d'euros en bourse. Il y a une valorisation qui pourrait monter au cas de privatisation à 25 milliards. Est-ce que c'est une bonne affaire pour l'État? Ce n'est pas sûr. Et est-ce qu'il ne vaut pas garder des actifs stratégiques pour l'État et avoir ces deux aéroports qui ne sont pas des aéroports seulement de la région parisienne, sont les aéroports de la France. Je voulais vous dire aussi que ce qui se passe en Angleterre, après avoir été très loin dans les privatisations, il y a un retour en arrière, y compris fait par des conservateurs, qui disent on a été beaucoup trop loin dans ces privatisations et on est en train de retravailler pour justement retrouver une politique de l'État sur ces infrastructures ou ces grandes entreprises nationales. Alors voilà, est-ce que ne pensez pas, y compris avec le mouvement que vous avez abordé tout à l'heure, est-ce que cette orientation néolibérale est toujours d'actualité? Est-ce que l'État fait quelque chose d'intéressant avec cette privatisation, ces privatisations? Est-ce que ça ne mérite pas d'être un peu plus discuté sur le fond? On me dit souvent c'est un actif stratégique. C'est un mot qui sonne très fort, mais qu'est-ce que l'État fait de cet actif stratégique? En quoi est-ce qu'il valorise cet actif stratégique? En quoi est-ce que ça participe au renforcement de l'État français? Le fait que nous ayons 65% de recettes qui viennent d'Hermès, de Taïwan, de grands hôtels. Moi, je suis sceptique. Mais je regarde la réalité derrière les grands mots que l'on avance sur l'actif stratégique. On les garde pour quoi faire? Ce qui est stratégique, c'est la clé d'entrée aérienne sur le territoire français. Ça, je le reconnais bien volontiers, mais là-dessus, nous ne changeons absolument rien, puisque les contrôles, la sécurité, les redevances aériennes, les rotations, tout ça figure dans le cahier des charges, sous le contrôle de l'État. Tout ce qui est stratégique dans ADP reste sous le contrôle de l'État. C'est ce terme de privatisation aussi qui, de vous à moi, est totalement biaisé. Parce que là aussi, je reviens juste à la réalité des choses. Aujourd'hui, depuis 2005 très précisément, c'est quoi la structure capitalistique d'ADP? Vous avez une part de l'État, 50,6%, et vous avez une part d'actifs qui sont détenus par des agents privés, soit des grands investisseurs comme Vinci, soit du flottant, pour 49,6%. Et ces actionnaires privés ont un droit de jouissance illimité dans le temps de l'infrastructure d'aéroports de Paris. Si on avait voulu faire une privatisation sèche, c'était un article de loi et ça nous aurait épargné à tous de longs débats et à moi-même des semaines, voire des mois de discussion. Il suffisait, par un article de loi, de dire que désormais, la barre n'est plus à 50,6%, mais que l'État ne détiendra plus que 45, 40, 35, 30% d'ADP. J'ai refusé cette solution. Et je ne l'ai même pas proposée ni au Président de la République, ni au Premier ministre. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas que des acteurs privés aient un droit de jouissance illimité dans le temps d'aéroports de Paris, des pistes, des infrastructures, des hôtels et des terminaux. Je ne le souhaite pas. Donc ce n'est pas une privatisation sèche. Une privatisation sèche, c'est dire on fait basculer du public dans le privé un actif. Et le privé a ensuite la jouissance et la pleine possession de cet actif. Ce n'est pas ce que nous faisons. Puisque là, nous prévoyons que c'est une concession qui est accordée pour 70 ans, au terme duquel tous ces actifs reviennent à l'État. Je tiens quand même à le préciser parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Ce n'est pas la même chose que de modifier un article
en disant désormais toutes ces infrastructures passeront sous contrôle privé, ou dire nous cédons à un concessionnaire pour 70 ans la jouissance et l'exploitation de cet actif. Ensuite, j'entends parfaitement la critique, elle est tout à fait légitime, de dire mais quelle garantie est-ce que vous nous donnez? Et sur les autoroutes, très franchement, on n'a pas eu cette garantie. C'est vrai. Je le dis d'autant plus que j'étais à l'époque le directeur de cabinet du Premier ministre qui a privatisé les autoroutes. Donc, pour avoir commis des erreurs, ça permet de les corriger, exactement. Donc il n'est pas question pour moi de ne pas avoir un contrôle sur les tarifs. Il est prévu dans ce même cahier des charges une révision des tarifs tous les 5 ans sous contrôle de l'État. Troisième chose absolument essentielle, ce sont les investissements. Pour qu'un actif, puisqu'on le récupère dans 70 ans, il faut éviter qu'on récupère la baraque avec le toit percé, le plancher en mauvais état et le jardin totalement en désordre. Il faut investir. Donc il y a des obligations d'investissement sous contrôle de l'État. Là, très concrètement, il y a un terminal 4 qui est en prévision, qui coûte plusieurs milliards d'euros. Je ne veux pas qu'on puisse céder cet actif à des actionnaires qui diraient ensuite, finalement, le terminal 4, on y a renoncé. Non. Donc nous avons la possibilité d'imposer, quand je dis nous, c'est l'État, des investissements aux futurs concessionnaires. Les collectivités locales, je comprends très bien qu'elles se disent, mais nous, on y a un intérêt. Mais nous avons ouvert, sur demande des parlementaires, pour le coup sénateurs et députés confondus, la possibilité pour certaines collectivités locales de rentrer au capital d'ADP. Et ça répond à la remarque qui a été faite par Philippe Dominati. Elles pourront rentrer au capital d'ADP, donc avoir leur voix au chapitre et participer aux décisions sur l'avenir d'ADP. S'agissant de la comparaison avec les autoroutes, je redis que cette fois-ci, il y aura un contrôle des tarifs. Il me paraîtrait juste d'observer une chose. Moi, je comprends très bien qu'on dise que les autoroutes, c'est trop cher et que la société concessionnaire a fait des profits excessifs. Je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Mais vous reconnaîtrez aussi que la seule petite portion d'autoroute qui est restée sous contrôle public est de très loin celle qui est en plus mauvais état en France. Parce que ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper de ça, et qui ne sait plus faire, et qui n'a plus les moyens de faire. Et je pense qu'il vaut mieux assumer cela plutôt que de vouloir garder des actifs que nous ne sommes pas en mesure d'entretenir forcément de la meilleure façon. Donc c'est un choix que nous faisons, il va faire débat, mais je veux simplement rassurer sur les modalités dans lesquelles nous le faisons. Enfin, sur tout ce qui est activité qui relève de la souveraineté nationale, là je parle du contrôle aux frontières, des portiques, du contrôle des personnes, du contrôle des bagages, tout ça restera sous le strict contrôle de l'État. La police aux frontières restera la police aux frontières et les contrôles des personnes continueront à être les contrôles aux personnes. Je précise juste aussi, puisque vous avez parlé d'orientation néolibérale. On peut m'accoler toutes les étiquettes qu'on veut. Mais celle de néolibéral, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un néolibéral aurait nationalisé STX. J'ai nationalisé STX. Temporairement, mais je ne pense pas qu'un néolibéral ait accepté de signer un acte de nationalisation d'une entreprise. Je l'ai fait. Je ne pense pas qu'un néolibéral aurait fait tout ce que j'ai fait depuis des mois pour sauver la scierie d'Ascoval. Parce que si on regardait uniquement la logique de marché, le marché de l'acier, la logique économique et la rentabilité, on aurait laissé tomber. Et bien si je l'ai fait, c'est qu'il y a plus important que cette logique-là. C'est ce que représente cette acierie dans le Nord. C'est ce que représente le dévouement, l'engagement des salariés dans cette acierie pour toute la communauté qui est autour. C'est parce qu'il y a une compétence derrière qui n'a pas de prix. Et que ça valait le coup de se battre pour ces 285 salariés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais de battre comme ça pour 285 ouvriers dans un marché qui est déprimé? Moi, je suis très fier de l'avoir fait. Et je suis sûr d'avoir eu raison. Et je l'ai fait, parce qu'on accuse toujours Bercy de tous les maux, contre beaucoup de recommandations. Et parce que je pense que l'économie doit avoir du sens. Et que le seul sens de l'économie ne peut pas se limiter à un compte de résultats. C'est important, mais ça ne suffit pas. Et si je me suis battu avec autant d'énergie sur Ascoval pour trouver un repreneur, avec les élus locaux qui ont participé, le président de la région Hauts-de-France au premier chef,
C'est tout simplement parce que les ouvriers le méritent. Et qu'à un moment donné, là aussi, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, on ne peut pas expliquer à des ouvriers qui croient à leur outil de production, qui sont engagés, qui font du bon boulot, que la vie économique se résume à un compte de résultat. Et nous allons mettre 25 millions d'euros d'argent public dans Ascoval, et j'estime que c'est légitime. Mais je ne pense pas qu'un néolibéral aurait fait ça. S'agissant des questions de justice qui m'ont été posées par Fabien Gay, on aura la grande discussion sur intéressement, participation et salaire. Moi, je pense que la première des justices, c'est d'avoir un emploi. Et je sais que si on va trop loin sur les rémunérations, le risque, c'est l'impact sur le chômage. Et l'intéressement et la participation, pour moi, c'est la meilleure façon de conjuguer un meilleur revenu pour les salariés et la protection et le développement de l'emploi. Mais c'est un débat quasi philosophique qui est passionnant, on l'a eu à l'Assemblée. J'espère qu'on l'aura au Sénat aussi, parce que c'est vrai qu'on ne cotise pas dans l'intéressement et la participation. Je le reconnais bien volontiers. Donc nous aurons ce débat là-dessus sur la justice. Après tout, je m'exprime devant un tableau de Saint-Louis. Le sénateur Husson est assis sous Saint-Louis. Donc la justice de Saint-Louis doit tous nous inspirer. Enfin, Richard Young, sur les apprentis et salariés en formation, cette question est prise en compte dans le calcul des seuils à hauteur du temps passé par les salariés apprentis ou en formation, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Quant à l'INPI, je pense qu'on peut prévoir que l'INPI mette en œuvre cet examen a priori dont vous avez parlé du critère d'inventivité dans un délai de 2 ans. On n'a rien changé là-dessus. Non. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais prendre encore 4 questions. 4 intervenants, donc 4 questions. Monsieur Jacques Geneste, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Ministre, c'est vrai que le texte amène des améliorations, en particulier pour les PME. Alors, je m'excuse de revenir sur les privatisations, mais je veux quand même dire ce que je voulais dire, parce que malgré si vous avez répondu en partie à mes questions. Le prétexte du désendettement, à mon avis, est quand même un faux prétexte, et je ne crois pas que ce soit la vraie raison pourquoi vous voulez vendre, en particulier la Française des Jeux. Je reviens là aussi là-dessus. Les expériences précédentes, je n'ai encore entendu personne dire et montrer en exemple la privatisation des autoroutes en France actuellement. Et puis, vous avez prononcé le mot magique « autorité indépendante ». Vous auriez pu y ajouter les agences de l'État, et c'est peut-être hors sujet, mais c'est peut-être là où il y a des économies à faire dans les services publics plutôt que de supprimer les services en milieu rural. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est, vous savez, dans le temps, toujours d'ailleurs, un paysan a montré des choses, quand il avait une vache et un veau, il vendait le veau. Parce qu'il avait compris que s'il vendait la vache et le veau, l'année d'après, il n'avait ni lait ni veau. Je crois que c'est le bon sens paysan et la réalité du terrain qui fait aujourd'hui que vous avez mis beaucoup de la population dans les rues. Merci, Monsieur Geneste. Madame Estrosi Sassone. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais moi aussi revenir sur la privatisation. La première question, vous y avez fait quelque peu allusion. Je voudrais parler du futur cahier des charges, l'autre cahier des charges de la privatisation, qui est le prochain contrat de régulation économique, qui fixera, en accord avec l'État, l'évolution des redevances aéroportuaires et les principaux investissements d'ADP de 2020 à 2025. Est-ce que ce contrat de régulation économique 4 sera-t-il arrêté avant la privatisation ? Et un deuxième point, une deuxième question sur la privatisation de la Française des Jeux. Au Sénat, avec un amendement qui a été voté contre l'avis du gouvernement, nous avons pu donc exonérer le loto du patrimoine, qui est organisé par la Française des Jeux, des contributions qui pèsent habituellement sur les jeux de grattage
à savoir la CSG, la CRDS, le prélèvement au profit du financement du Centre national pour le développement du sport et bien sûr la TVA. Et en séance, en discussion, le ministre Dussopt, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement, a dit « La fiscalité des loteries doit faire l'objet d'un débat plus large et ce débat aura lieu à l'occasion de la loi Pacte ». Alors, Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement dans la loi Pacte sur ce sujet? Et si l'Assemblée venait à revenir sur cet amendement dans le cadre du projet de loi de finances deuxième lecture, est-ce que vous ne serez pas tenté de nous répondre au moment de l'examen de la loi Pacte qu'effectivement la place d'un tel amendement est plutôt dans un projet de loi de finances? Alors de plus, comment sera garantie la pérennité du loto du patrimoine, outre le prélèvement des taxes, avec la privatisation de la Française des Jeux? Comment s'assurer que le repreneur ne captera plus de recettes au détriment du patrimoine? Merci. Je passe la parole à Mme Prima. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas besoin de loi pour que Madame Rigail vienne de prendre les commandes d'Air France. Vous voyez, les femmes sans quota peuvent prendre les commandes de belles entreprises françaises. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Trois questions très très rapides. La première porte, comme ma collègue Dominique Estrosi, sur la Française des Jeux. La privatisation que vous envisagez va forcément dynamiser, apporter beaucoup de dynamisme dans les jeux, créer de l'émulation entre les différents opérateurs. Je m'inquiète pour le PMU. Vous connaissez les difficultés de cette société, vous connaissez les difficultés de France Gallo, qui conduit aujourd'hui à la disparition de courses premium et à la mise en danger d'hippodromes. Je vous ai écrit sur Maison Lafitte, mais il y a d'autres hippodromes. Je n'ose imaginer que l'hippodrome de Rambouillet puisse connaître pareille fortune. Mais il va y avoir des problématiques sur l'ensemble du territoire. Je voudrais savoir si, dans votre cahier des charges, il y a des dispositifs d'accompagnement du PMU qui puissent être intégrés. Deuxième question très éloignée. Dans ce projet Pacte, vous nous parlez il est indiqué à partir des travaux de l'Assemblée nationale que la responsabilité sociale et environnementale sera dans l'objet social maintenant des entreprises. J'ai quelques difficultés à comprendre ce mécanisme puisque vous prenez pour la liberté en disant que les Français peuvent choisir la libération du capital plutôt que les rentes s'ils le souhaitent. Et là, les entreprises n'auraient pas le choix que d'inscrire une responsabilité sociale et environnementale ou pas dans leur objet social. Moi, je pense que c'est un... Ne pensez-vous pas qu'il y a un risque de contentieux à partir de cette obligation qui est faite aux entreprises? Et j'ai un peu le sentiment que les entreprises qui seraient forcées pourraient faire du RSE, des actions de RSE qui soient des alibis plutôt qu'un véritable engagement. Alors on connaît l'engagement de M. Sénard qui est tout à fait exemplaire dans son entreprise, mais il est la preuve même qu'il n'a pas fallu de loi pour qu'il s'engage et pour qu'il fasse de ce RSE un outil de différenciation pour attirer les talents. Donc je pense que c'est un débat que nous aurons, mais je voudrais vous entendre. Dernière question, je me dépêche Madame la Présidente, sur les chambres de commerce et d'industrie. Moi, je voudrais savoir comment vous allez garantir, avec les opérations en cours, la survie des très bonnes écoles, des réseaux consulaires, qu'elles soient d'ailleurs CCI ou chambres ou de l'artisanat. Il y a en particulier, pardon de parler de l'Île-de-France, mais c'est très atypique en Île-de-France, une grande partie des dépenses des CCI qui sont tournées vers très nombreuses écoles. Aujourd'hui, on envisage des modifications dans, j'allais dire, le mix à l'intérieur de ces écoles. Aujourd'hui, elles font beaucoup d'apprentissage. Demain, elles vont se tourner vers beaucoup de formations professionnelles, beaucoup de formations aux étrangers parce que ça rapporte beaucoup d'argent et beaucoup moins vers l'apprentissage. Donc, je voudrais que ça ne soit pas négatif pour nos jeunes. Il y a même des écoles qui vont fermer sur les territoires. Donc, je voudrais savoir comment vous allez garantir la survie de ces écoles. Merci. Merci, Madame Prima. Je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Alors Jacques Genet, l'idée c'est d'avoir une vache qui va donner beaucoup de veaux. Puisque... Oui. Oui, mais bon, les dividendes aussi. Mais comme c'est sur plusieurs années, c'est fait pour. L'objectif principal n'est pas le désendettement, l'objectif principal c'est la création de ce fonds pour l'innovation de rupture qui doit nous permettre d'investir dans l'avenir des Français. Moi je vous dis très sincèrement qu'aujourd'hui, quand je vois
les besoins qui existent, soit dans des start-up ultra innovantes, soit dans des laboratoires qui travaillent par exemple sur le décryptage du génome humain, le traitement du cancer par immunothérapie ou les programmes de recherche en intelligence artificielle. Il y a des besoins de financement qui sont très importants, qui ne sont pas couverts. L'objectif de ce fonds pour l'innovation de rupture, c'est de financer cette recherche sur des innovations de rupture qui sont clés pour le pays. Je donne un exemple aujourd'hui aussi qui est d'actualité, qui est le biais de sélection de l'intelligence artificielle, qui est un vrai problème démocratique. Comment est-ce que vous garantissez que dans votre machine qui accumule les données, il n'y ait pas un biais de sélection des données qui ne vous apporte systématiquement que les informations négatives, par exemple, ou que les informations voulues par un opérateur étranger, par exemple. Ça demande un décryptage très complexe des algorithmes que personne aujourd'hui n'arrive à faire correctement, qui suppose des investissements, c'est le Fonds pour l'innovation de rupture. Et c'est ce choix-là que nous faisons. Et je le dis très sincèrement, la privatisation est d'abord faite pour ça, financer des recherches sur l'innovation de rupture qu'aujourd'hui nous ne conduisons pas à hauteur de ce qui serait nécessaire. Sur les agences de l'État, je ne suis pas loin de partager votre avis. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'agences sur lesquelles on pourrait légitimement se pencher. Madame Estrosi, sur le contrat de régulation 2020-2025, le contrat doit être signé en avril 2021. Donc de deux choses l'une. Soit nous avons votre accord pour céder les actifs d'ADP, puisqu'il faut l'accord du Parlement pour envisager cette procédure qui conduit à donner en concession ADP pour 70 ans à un ou des opérateurs privés. Et dans ce cas-là, nous négocierons avec les nouveaux investisseurs le contrat de régulation, le creux, avec ces nouveaux investisseurs. Soit la cession n'a pas eu lieu, je ne sais pas quand est-ce que nous ferons la cession. Il faut d'abord que j'ai l'accord du Parlement, et ensuite, soit la cession n'a pas encore eu lieu, et dans ce cas-là, la négociation sera conclue de manière très classique, comme c'est le cas actuellement entre ADP et l'État. Mais tout dépend du moment où nous ferons l'opération de cession. S'agissant de la fiscalité des jeux, M. Dussopt a raison, par définition, puisqu'il est membre du même gouvernement que moi, et qu'on va éviter les dissensions entre les uns et les autres. L'amendement sur la fiscalité des jeux vous sera présenté pendant le débat, et donc vous aurez toutes les précisions. La question m'avait été posée aussi par Jean-François Husson. Non, au début du débat, pour qu'on puisse en discuter. Oui. On a l'avis du Conseil d'État qui est en cours. L'objectif, c'est de pouvoir vous donner toutes les informations le plus vite possible sur la fiscalité des jeux. Quant au loto du patrimoine, il sera bien entendu maintenu. Madame Prima, sur l'accompagnement des hippodromes, ça relève vraiment de la filière équine. C'est M. Arthuis qui est en train de préparer un rapport sur le sujet, mais il n'est pas prévu effectivement d'accompagnement spécifique pour les hippodromes dans le cadre de cette privatisation de la Française des Jeux. S'agissant de l'objet social, là aussi je veux éviter les peurs inutiles. Il y a une obligation de moyens, il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que le Code civil est modifié, et je pense qu'on aura de grands débats sur le sujet, parce que certains veulent une obligation de résultat. Là, nous demandons aux entreprises d'établir leur RSE en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Mais seules les entreprises qui le souhaitent pourront, si elles le souhaitent, avoir un objet social qui inclut ces enjeux sociaux et environnementaux. Et nous estimons que la formulation qui a été pesée au trébuchet et validée par le Conseil d'État en prenant en considération n'ouvre pas la voie à des recours juridiques, contentieux. Il y a des évaluations différentes, je le reconnais bien volontiers, j'ai participé à 15 000 débats sur ce sujet-là. Moi, j'estime que c'est facultatif, c'est une obligation de moyens et pas de résultat, donc le risque de recours contentieux contre les entreprises est très limité. S'agissant des écoles, vous avez raison d'attirer notre attention là-dessus, parce qu'il y a au moins deux éléments sur lesquels je veux vraiment que nous soyons très attentifs dans le cadre de ces efforts qui sont demandés au CCI, la transformation des CCI. Il y a les écoles, qui sont très diverses. Certaines sont des grandes écoles de niveau international, d'autres sont des petites écoles d'apprentissage qui ne peuvent pas vivre sans la taxe affectée. Donc il faut que ces petites écoles
puissent continuer à bénéficier de la TFC, parce qu'elles ne peuvent pas vivre sans. La deuxième chose, c'est qu'on fasse très attention que les CCI rurales ou hyper rurales, même si je n'aime pas tellement ce terme, soient préservées en priorité. Parce que je vois bien que pour la CCI Île-de-France ou la CCI Rhône-Alpes, qui déjà envoient le regroupement, qui fonctionnent très bien, j'ai d'autres CCI que je pourrais citer, elles fonctionnent déjà quasiment sous forme de prestations auprès des entreprises, et vu le tissu d'entreprises qu'elles ont à disposition, ça ne pose aucun problème. Pour une CCI de la Creuse, du Lot-et-Garonne ou de la Dordogne, ce sera plus compliqué. Donc là, il faut qu'on veille effectivement à ce qu'il y ait un accompagnement spécifique. Ça, c'est tout l'objet du contrat d'objectifs et de performance que je signerai au début de l'année prochaine avec CCI France et qui prévoira notamment que de la TFC soit affectée aux écoles lorsque c'est nécessaire. Très bien, donc nous allons passer, si vous le voulez bien, à la dernière volée de questions. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Hugonnet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai apprécié votre propos introductif. Vous avez insisté par 3 fois sur un mot tellement important que je ne peux pas croire que ce soit par hasard, c'est le mot « nation ». Vous nous avez parlé ensuite du contrôle de la dépense et de la maîtrise de la dépense publique. Ça me va bien et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Si je fais référence à l'actualité, aujourd'hui on voit que la nation est en lambeaux. Et alors que nous sommes en plein examen du PLF 2019, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réformes structurelles qui nous permettent de garantir une maîtrise de la dépense publique. Ensuite, dans votre propos, et c'est là-dessus la question pour ne pas être trop long et laisser la parole aux collègues, excusez-moi de revenir sur la privatisation d'ADP. Parce que le vrai sujet, et je crois qu'on tourne autour, sans le nommer, c'est la procédure de double caisse. Or, cette procédure de double caisse, si je résume, c'est en gros dans une caisse ce qui coûte et dans l'autre caisse ce qui rapporte. Bizarrement. Et que ce n'est pas une incongruité, mais que nous sommes quand même une exception un petit peu dans la gestion des plateformes aéroportuaires sur ce point. Et je voudrais savoir si, dans le cadre de la péréquation qui doit s'opérer entre les deux, pour que des dividendes soient versés, et de juteux dividendes, par rapport à l'entretien d'une plateforme aéroportuaire, au coût que devront supporter les compagnies aériennes, alors même que c'est le trafic de passagers qui permet d'avoir une caisse commerciale intéressante. C'est sur ce sujet-là que je porte ma question très précisément, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas grande indication. Nous savons qu'ADP est très contente de cette procédure de double caisse, mais je pense qu'il faut vraiment nous éclairer. Vous aurez l'occasion de le faire certainement, bien entendu, au moment du débat, mais c'est vraiment sur ce point que porte ma question. Merci Monsieur Hugonnet. Je passe la parole à Monsieur Louot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, d'abord, félicitations. C'est une loi qui a été préparée dans la concertation et globalement, c'est plutôt une bonne loi. Je pense qu'il faut un peu de souplesse avec les chambres consulaires, les écoles, on l'a dit, le rôle des chambres des métiers dans la formation des créations d'entreprises artisanales, il est important, il ne faut pas le sous-estimer. Un autre point qui me semble important, les commissaires aux comptes, la réforme est un peu brutale, il faut donner 3 ans pour l'amener complètement à terme. Et puis une dernière question où on vous attend un peu au tournant, et les entreprises vous attendent au tournant, ce qu'on a entendu très souvent, c'est l'efficacité de l'État pour réformer les chambres consulaires, et on attend que vous soyez tout aussi efficace pour réformer l'État, réformer l'administration centrale qui a pris beaucoup d'embonpoint depuis quelques années et qui en même temps s'éloigne des entreprises et de la base. Merci Monsieur Louot. Monsieur Ségouin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis des années, la France a basé sa stratégie sur les entreprises du CAC 40 pour le rayonnement, et c'est sûrement une très bonne chose. Mais pas sa stratégie sur les entreprises moyennes. D'après ce que je comprends,
aujourd'hui, vous voulez rétablir un peu, renforcer les entreprises moyennes, familiales, PME, régionales, pour les maintenir sur les territoires et les développer. Or, les entreprises du CAC 40 ont un taux de prélèvement de l'ordre de 8% quand les PME sont de l'ordre de 33%. Pensez-vous que la réforme de la loi Pacte suffise sans baisser ces taux de prélèvement? Je souhaite revenir vraiment quelques secondes même sur la réforme des CCI et des chambres de métiers. Pour rappeler l'intérêt des chambres consulaires dans l'animation de l'économie en termes de proximité dans nos territoires. On est attaché à cela. Et donc, oui à la régionalisation pour la mutualisation des moyens, évidemment oui, en respectant et en préservant la présence des différentes chambres dans les territoires, autrement dit dans les départements, en s'appuyant en particulier sur les élections des représentants au niveau départemental, pour que le lien, même si le management se passe au niveau régional, que le lien se fasse avec des élus provenant des territoires. Excusez-moi, oui. Pardon. Monsieur le ministre, le pouvoir d'achat et la justice sociale se sont très liés au fonctionnement de l'économie et actuellement ce sont des sujets préoccupants. On peut le traiter dans cette loi au travers de l'intéressement et de la participation, et je ne partage pas l'analyse de mon collègue Fabien Gay. Pour moi, je pense que l'intéressement et la participation peuvent être considérés comme la part variable d'une rémunération. Lorsque vous évoquez ce sujet, vous renvoyez à des accords de branche pour en définir le cadre, mais à aucun moment je ne vois une extension du champ d'application aux entreprises de moins de 50 salariés, notamment aux entreprises entre 20 et 50 salariés, ce qui me paraîtrait le moment souhaitable. Alors je sais que les partenaires sociaux, la CGPME et le MEDEF n'y sont pas favorables, mais il y a déjà 20% des entreprises de cette catégorie qui le font sur la base du volontariat. Je pense que ça serait une bonne direction. Alors peut-être pas sur un dispositif complet, mais au moins sur l'intéressement, de le rendre obligatoire en descendant au niveau du seuil de 20 salariés. Je reviens quelques remarques générales sur la nation. Je pense qu'elle nous rassemble tous. Inutile d'être plus long sur ce sujet, même si je ne vous cache pas que s'exprimer dans cette salle a une résonance très particulière quand on prononce le mot de nation. C'est la première fois que je m'exprime dans cette salle, elle est magnifique. C'est la preuve aussi qu'entretenir son patrimoine est une façon de préserver la nation. La maîtrise de la dépense publique, je le redis, quitte à être parfois un peu répétitif depuis des mois, comme ministre des Finances, et depuis des années comme député, je crois à la maîtrise des finances publiques. Et je crois que des finances publiques bien tenues sont la condition du rétablissement de la nation et la condition de notre succès économique. Je ne crois absolument pas à la possibilité d'un succès économique durable dans des finances publiques mal tenues. Et je redis que le président de la République a fait des annonces qui étaient nécessaires, des annonces qui étaient justes, mais qui doivent nous amener à trouver des solutions pour nous rapprocher le plus possible de ces 3% de déficit. On peut toujours contester cette règle. Je ne dis pas que cette règle est une règle absolue, parfaitement justifiée. Je dis juste que c'est la règle que nous avons tous acceptée, qui rassemble les États membres de la zone euro, qui nous permet d'avoir une monnaie forte, et il faut bien à un moment donné avoir une référence. Et donc nous prendrons un certain nombre de dispositions nécessaires sur la maîtrise de la dépense publique, sur l'effort qui sera demandé à certaines grandes entreprises et sur la fiscalité des géants du numérique pour nous rapprocher de ces 3%. Et moi, ma conviction, c'est que c'est aussi une des conditions pour pouvoir poursuivre et accélérer ces réformes structurelles que vous appelez de vos vœux et que j'appelle aussi de mes vœux. Je voudrais aussi qu'on regarde 5 minutes en arrière et qu'on voit à quelle vitesse les comptes publics se sont dégradés en France depuis 10 ans. Enfin, nous étions en 2007 à 64% de dette publique. Et ça a bondi de plus de 30 points en quelques années. Et depuis, nous approchons les 100% et nous
tangeons ces 100% sans arriver à redescendre. Nous avons commencé à descendre, et je pense que si on peut accélérer le rythme, ce serait tant mieux. Sur les prélèvements obligatoires, mais c'est exactement la même chose, c'est une espèce de mécanique infernale que rien ne peut arrêter, où les impôts et les taxes augmentent, 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 encore et encore, année après année. Comme si rien ne pouvait arrêter cette mécanique infernale. Mais à un moment donné, il faut inverser cette tendance. Nous avons commencé à le faire, et je le dis pour le calme de nos débats. Quelles que soient les majorités, ça a été le cas. Moi, je veux réduire les impôts des Français. Comme ministre des Finances, nous avons commencé à le faire, c'est la première fois depuis 10 ans, et je pense que nous devons accélérer. Mais pour accélérer, parce que je n'ai pas l'habitude de vendre des illusions aux Français, je ne l'ai jamais fait en responsabilité ministérielle. Comme ministre de l'Agriculture, j'ai toujours dit les choses avec franchise et le plus clairement possible aux agriculteurs. Et bien là, je le dis avec la même franchise et la même clarté aux contribuables français, si nous voulons accélérer la baisse des impôts, il faut accélérer la baisse des dépenses. L'un va avec l'autre. Et je ne connais aucune solution miracle pour baisser les taxes, baisser les impôts, sans baisser les dépenses. L'un va avec l'autre. En tout cas, c'est la voie que nous voulons poursuivre et sur laquelle, une fois encore, je suis tout à fait prêt à accélérer. Ça nous mène à la double caisse. Mais la double caisse, du strict point de vue justement de la maîtrise des finances, est parfaitement vertueuse. Parce que vous avez effectivement une caisse qui rapporte beaucoup, en gros c'est duty free, et puis une caisse qui coûte, en gros c'est les redevances aéroportuaires. Vous comprenez bien que l'intérêt de la double caisse, c'est d'éviter que des performances moins positives qui sont faites sur les activités de service public soient systématiquement dissimulées par les revenus commerciaux, avec un transfert systématique de l'un vers l'autre. Donc on n'essaye pas d'améliorer le service public parce qu'on sait que de toute façon, on a les contrats juteux des duty-free qui viendront financer le service public. Le mérite de la double caisse, c'est que ça fait la transparence sur les prix. Transparence totale. Alors il y a quelque chose qui coûte, et on essaye de réduire ce que ça coûte, puis il y a quelque chose qui rapporte, mais l'un est distinct de l'autre. Et quand vous faites la caisse unique, là aussi les chiffres sont sans appel, ça a un effet inflationniste, mécanique. Parce que vous ne faites pas d'économie sur le service public et sur ce qui coûte, et vous le financez systématiquement par les revenus des duty-free. À Heathrow, où il y a une caisse unique, les tarifs ont fortement augmenté au cours des 10 dernières années. À Paris, et je rends hommage d'ailleurs à ADP et au remarquable personnel d'ADP, les redevances d'ADP sont celles qui ont le moins augmenté depuis 10 ans. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas cette dissimulation d'un coût par des recettes faciles qui sont faites sur les boutiques de luxe ou qui sont faites sur duty free ou qui sont faites sur les hôtels de ADP. Un des aéroports les mieux gérés d'Europe, c'est Francfort. Il a un système de double caisse. Donc on aura ce débat. C'est vrai que c'est dur la double caisse, je le reconnais bien volontiers, mais il y a une vraie solution de facilité à aller brancher le financement de ce qui coûte sur ce qui rapporte. Ça évite d'avoir à faire des efforts, mais au bout du compte, ça coûte plus cher aux clients. Monsieur Louot, sur la réforme de l'État d'administration centrale, vous parlez d'or, c'est très compliqué, mais j'ai dirigé plusieurs administrations centrales et je considère qu'on peut encore faire des efforts. J'en suis convaincu. Mais qu'à un moment donné, c'est aussi une réorganisation plus complète pour préserver des services publics, notamment en zone rurale, et demander des efforts peut-être plus importants dans des administrations centrales. Moi, je suis tout à fait prêt à avoir ce débat-là. Je considère que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons tous fait depuis 20 ans en matière de réforme de l'État. Monsieur Séguin, sur les taux de prélèvement, moi je crois que, pour parler simplement, il faut aller chercher de l'argent là où il est. C'est un des grands problèmes de la fiscalité aujourd'hui. On prend l'argent là où il n'est pas, ça va plaire à certains autour de cette table, et on ne le prend pas là où il est. Quand vous regardez les géants du numérique, pourquoi est-ce que je livre ce combat avec autant de détermination? D'abord, c'est parce que moi, comme n'importe quel Français, j'ai soif de justice, et que voir que mon libraire du coin va payer 14 points d'impôt de moins que Amazon qui livre les livres en direct
que Amazon qui livre des livres en direct et qui fait concurrence aux libraires, honnêtement, ça pose un véritable problème. Problème de justice, mais surtout, pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la justice, mais plus par l'efficacité. Moi, je ne sais pas comment, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, alors que la valeur est sur les données, vous financez vos services publics si les données ne sont pas fiscalisées. Donc là, on peut livrer tous les échanges possibles. C'est un combat qui est très dur parce que les intérêts économiques sont considérables derrière. Même chose sur la taxation minimale. Moi, je vais faire du G7 Finance que je présiderai l'année prochaine. La taxation minimale sera ma priorité absolue, en tête de liste. C'est quoi la taxation minimale? C'est que je ne veux plus avoir des multinationales qui sont en France, qui installent leur siège aux îles Caïmans, aux îles Vierges ou en Irlande pour avoir un taux d'imposition inférieur que les multinationales qui décident de rester en France. Donc vous décidez de partir dans des paradis fiscaux, très bien, on récupère la fiscalité et on vous impose une fiscalité similaire à celle qui existe en France. Je ne vous dis pas que la différence. Je ne vous dis pas que ça va être simple. Il y a des oppositions farouches, la Grande-Bretagne et les États-Unis là-dessus, mais je pense que ça vaut le coup d'être livré. Monsieur Babary, dans une ville que vous aimez et que vous avez remarquablement dirigée, j'ai rencontré le président de la CCI et je sais que ces conditions de vote des élections des représentants au niveau départemental sont très sensibles, que certains qui voudraient réformer sont mis en minorité et que ça pose un véritable problème. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce que nous maintenions les élections des représentants au niveau départemental. Enfin, Monsieur Gabouty, sur rendre obligatoire par accord de branche l'intéressement, la participation, on en rediscutera. C'est un texte qui est pour les PME et il n'y a volontairement dans ce texte aucune obligation. C'est-à-dire que tout est incitatif, simplificateur, mais il n'y a pas d'obligation. Et moi, je tiens à cette philosophie-là, parce que je pense que des PME qui sont aujourd'hui pour certaines en grande difficulté, si vous leur imposez de la participation, on aura le débat, hein, il est parfaitement légitime, mais on aura le débat. La question se pose. Je ne l'écarte pas d'un revers de main, parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver avec un forfait social qui a été supprimé et des entreprises qui ne se saisissent pas de cette opportunité-là pour les salariés. Donc on ouvrira le débat pendant nos débats au Sénat. C'était l'audition du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, sur la loi PAC qui doit faciliter la croissance des petites entreprises. Mais Bruno Le Maire a précisé aussi le financement des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour calmer la colère des Gilets jaunes. Elles coûtent 10 milliards d'euros et elles seront financées par une maîtrise des dépenses publiques, par la taxation des géants du numérique et par un effort des grandes entreprises. Et sur ce sujet des grandes entreprises, notez qu'hier, pendant les questions d'actualité du Sénat au gouvernement, Bruno Le Maire a dénoncé la lâcheté du groupe automobile américain Ford qui a refusé l'offre de reprise de son usine de Blanquefort en Gironde, une usine qui fait travailler 800 salariés. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.